Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois du ZOS Buzzsaw, je me trouvais dans une installation secrète aux États-Unis. J'avais travaillé dans les services de sécurité pendant de nombreuses années, et j'avais tout vu, des systèmes d'interception sophistiqués aux dispositifs soigneusement classifiés d'origine soviétique. Mais cette fois-ci, c'était différent. Mon patron m'a dit que j'étais transféré sur un projet spécial concernant un appareil radio délabré et apparemment inutile. Il l'a mentionné en passant, mais il y avait de la peur dans ses yeux. Je n'avais jamais vu une telle expression sur le visage d'un homme qui s'était consacré aux rigueurs du service militaire. « Préparez-vous à ce que cette machine soit étrange », a-t-il ajouté à voix basse. Je n'ai pas réalisé tout de suite à quel point le mot « étrange » allait s'avérer léger par rapport à ce qui nous attendait. Nous sommes arrivés dans une installation située quelque part dans une région montagneuse éloignée. Les routes lisses habituelles ont été remplacées par des routes étroites et sinueuses, et nous avons roulé longtemps, en silence, sans allumer la musique, pour ne pas attirer l'attention. L'escorte se composait de 2 jeeps, de gardes armés et, au centre du petit convoi, d'un discret camion banalisé. On m'a dit « C'est l'appareil qui se trouve à l'intérieur. Nous allons le transporter au laboratoire pour l'étudier. » J'ai essayé de ne pas poser de questions, mais j'ai senti tout ce qui était en moi se rétrécir. Une atmosphère d'anxiété semblait s'épaissir autour de nous rappelant que quelque chose d'inattendu pouvait nous attendre à chaque coin de rue. Lorsque nous avons finalement atteint la base militaire, entourée d'une haute clôture et de barbelés, le convoi est entré et les portes se sont refermées avec fracas. L'air ici semblait immobile, imprégné d'années de secrets. On m'a escorté dans une salle spéciale où se trouvaient déjà plusieurs personnes, des chercheurs, des analystes, un spécialiste en cryptographie, qui se faisait appeler simplement Steven, même si ce n'était guère son vrai nom, et 2 agents au visage décharné. Leur apparence me faisait penser à des personnes réveillées depuis longtemps par un horrible cauchemar. Dans leur dos se trouvait une énorme caisse en bois, vieille, miteuse, comme si elle avait été rayée des entrepôts du siècle dernier. Stephen s'est approché de moi et m'a dit qu'à l'intérieur se trouvait le même récepteur radio, appelé Buzzcopter. Il proviendrait des archives d'hommes de l'Union soviétique et des documents indiquent que cette machine a été créée en 1941, après le début des pires moments de la guerre. La légende veut que les ingénieurs soviétiques les noce développés sur la base de travaux occultes, visant à intercepter les signaux de l'autre monde. Cela semble fou, mais très sérieusement, des rapports ont affirmé que la Juzhalka prédisait l'issue d'opérations militaires majeures. Tout cela semblait relever de la science-fiction, jusqu'à ce que je voie de mes propres yeux ce qu'elle pouvait faire. J'ai participé à l'ouverture de la boîte. Avec mes collègues, j'ai soigneusement enlevé les clous, soulevé le couvercle, et je me suis figé. À l'intérieur se trouvait un talkie-walkie, volumineux, en métal, avec un boîtier recouvert de rouille. La face avant présentait quelques interrupteurs, de vieilles prises de courant et un étiquetage étrange. Dans le coin supérieur, en lettres russes délavées, on pouvait lire « Usage spécial »,« Échantillon expérimental ». Aucun autre emblème officiel, mais j'ai été frappé par un symbole étrange griffonné à côté de ce texte. Un cercle avec des rayons divergents, et à l'intérieur, un signe qui ressemblait à la tête prédatrice d'une créature, vue de côté. Aucune des personnes présentes ne s'est empressée d'allumer la radio. Tout le monde se regardait, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose d'explosif se produise s'il essayait de l'activer. Stephen dit à voix basse « Nous devons être prudents. Nous devons être prudents. » Mes collègues ont essayé de l'activer. Un homme a déjà disparu. L'autre est devenu fou. Bien que j'aie vu beaucoup de choses au cours de ma carrière, j'ai senti un frisson remonter le long de ma colonne vertébrale.
Je n'arrivais pas à imaginer comment 3 hommes adultes et armés qui gardaient la radio avaient pu disparaître. Et l'idée même que quelqu'un ait perdu la tête me paraissait relever d'un complot mystique. Mais en regardant les visages tendus, j'ai compris que ce n'était pas une blague. Le lendemain, nous avons commencé à installer la machine. Une boîte entière a été clôturée à partir du laboratoire afin que personne ne s'en approche inutilement. On y a installé l'électricité, plusieurs appareils modernes pour fixer les champs électromagnétiques, des caméras de surveillance avec son. Nous devions déterminer comment faire fonctionner le BuzzBug et ce que nous allions obtenir. Stephen nous a dit que, d'après les documents que nous avions trouvés, des conditions particulières étaient requises. Il fallait se brancher sur des fréquences d'ondes longues, puis allumer une paire d'interrupteurs de lampes dans un ordre précis. Il nous a donné une description, traduite du russe, qui mentionnait des termes étranges comme « seuil de bruit blanc » et « zone de néant », qui ne se référaient apparemment pas à des termes radiophoniques ordinaires, mais à quelque chose de surnaturel. Lorsque tout fut prêt, le moment de vérité arriva. La lampe a sifflé, a commencé à chauffer, l'intérieur de la radio s'est éclairé d'une faible lumière. Puis, nous avons allumé la fréquence de réception principale. Il y eut un grésillement sourd, des bruissements, des interférences, tout cela dans les limites de ce que l'on peut attendre d'un vieil équipement. Mais peu à peu, l'arrière-plan a acquis un bourdonnement caractéristique et, à un moment donné, il a semblé s'animer en émettant un long son. C'est pourquoi cet appareil a été appelé buzzing. J'avais l'impression que la radio n'émettait pas seulement un son, mais une sorte de pression qui me donnait envie de me boucher les oreilles. J'ai entendu l'un des militaires, derrière le mur, jurer. Il disait que cela me faisait mal aux oreilles. Mais nous l'avons toléré, car sinon, nous n'aurions jamais su ce que cette chose pouvait faire. Soudain, le bourdonnement a commencé à changer, se transformant en vibration rythmique, comme si quelqu'un essayait de parler, mais les mots se confondaient avec un chuchotement bas et désagréable. La chair de poule me parcourut la peau. Ce n'était pas comme les interférences de radio habituelles. Dans les écouteurs que j'étais obligé de porter, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à des syllabes humaines, mais elles semblaient donc déformées, comme si elles provenaient d'un abîme profond. Pendant que j'écoutais, Stephen a commencé à ajuster la sensibilité du récepteur, en modifiant légèrement le niveau. À ce moment-là, j'ai entendu un murmure clair et rauque en russe. Le feu arrive, la 3e lumière, la mort. Je ne sais pas comment le traduire exactement, car mon russe était médiocre, mais j'en ai saisi le sens. Les documents enregistrés mentionnaient une phrase similaire, censée préfigurer une opération militaire majeure dans le passé. Mais maintenant, nous entendions tout cela de nos propres oreilles, en temps réel, même si nous étions plusieurs années après 1941. Je me suis retourné vers ce Stephen. Son visage était devenu blanc. Les caméras captaient la bande sonore. On aurait dit que tout cela n'était pas un jeu de l'imagination. À la tombée de la nuit, nous avons éteint l'unité pour éviter que les lumières ne s'éteignent. On m'a demandé si je voulais réécouter les bandes, mais j'ai refusé. C'était trop effrayant. Ces mots se résonnaient dans ma tête. Le feu arrive, la 3e lumière, la mort. Des rapports antérieurs indiquaient que la Buse prononçait souvent des phrases sur des guerres à venir, des catastrophes, des bouleversements graves. Il a notamment été question d'un cas où il prédit l'une des batailles les plus terribles de l'histoire. Des agents soviétiques ont ensuite classifié le projet, espérant utiliser les prédictions à leurs propres fins. Mais il s'est passé quelque chose qui a laissé le buzzsaw dans un entrepôt oublié jusqu'à ce qu'il soit retrouvé après l'effondrement de l'Union soviétique. La façon dont il a traversé l'océan reste un mystère. Peut-être les contrebandiers ont-ils réussi à monter une opération, ou peut-être les services secrets l'ont-ils fait passer clandestinement.
Le lendemain, nous avons décidé de procéder à des tests approfondis. D'autres personnes étaient bonnes présentes, dont un important fonctionnaire de la direction. Il se tenait sur le côté, regardant autour de lui avec un visage de pierre. Stephen remet la machine en marche. Il y eut un bourdonnement familier qui se transforma en une basse monotone. C'est alors que commence la partie la plus étrange de l'expérience. Tout d'abord, le récepteur émet 2 brefs bips, comme si quelqu'un tapait à l'intérieur. Puis, des voix à peine discernables sont apparues, à l'antenne. Il y en avait plusieurs. Elles parlaient comme si elles étaient women simultanées, s'interrompant l'une l'autre. Il y avait des bribes de phrases sur la grêle glacée, la rivière sanglante, la grande famine, mélangées en russe. Je me suis sentie tremblante, nauséeuse. C'était comme si ces mots ne faisaient pas que résonner, mais pénétraient dans ma conscience, peignant des images inquiétantes. Nous avons allumé des équipements supplémentaires pour enregistrer les fluctuations des ondes. Il s'est avéré que le signal du buzzworm se situait dans une plage étrange, d'où aucune transmission ne devrait provenir. De plus, il y avait parfois des sauts qui ne correspondaient à aucun schéma connu, comme si quelqu'un avait enfreint les lois de la physique. Le moment le plus effrayant s'est produit lorsqu'un officier, décidant d'intervenir, a dit à haute voix dans le microphone « Qui est là? Qui est là? Répondez !» Stephen a dit que c'était inutile. La radio était vieille. Il était douteux qu'elle puisse capter notre voix. Mais l'appareil a soudain répondu par une forte explosion de bruit d'artiste statique, puis nous avons entendu un grognement semblable à celui d'un utérus. Tout le monde s'est figé, réalisant que, d'une manière ou d'une autre, la voix de l'officier avait atteint ces hauts haut-parleurs d'un autre monde. Une seconde plus tard, nous avons entendu un raclement métallique et quelques phrases courtes ont retenti dans l'air. Je n'ai réussi à comprendre qu'en russe. Vous serez brûlés. Le 3e ciel. N'appelez pas. Puis la connexion s'est interrompue. J'ai lâché le bouton du volume avec horreur. J'ai failli l'arracher. Personne ne comprenait pourquoi la machine communiquait avec nous comme si nous étions vivants, alors que notre discours ressemblait aux divagations d'une dimension extraterrestre. C'est peut-être cela. Peut-être que le buzzard est un conduit entre notre monde et quelque chose d'autre qui habite au-delà des frontières de la vie. Cette même nuit, l'officier de service du laboratoire a disparu. Plus tard, nous avons trouvé son arme abandonnée sur le sol, et dans le journal de bord, il y avait une entrée. J'entends des pas. Ils s'approchent de moi. Ils chuchotent. Ils arrivent. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les caméras ont cessé de fonctionner environ 10 minutes avant la disparition. Les gardes n'ont vu aucun signe d'effraction et le portail était fermé à clé. La population a donné l'alerte, mais aucun agent de service n'a été retrouvé. Il s'agit du 2e cas de disparition lié au buzzard. L'atmosphère sur la base s'échauffe. Certains officiers demandent la destruction immédiate de la radio, mais les chefs s'y opposent. Ils veulent voir s'ils peuvent tirer profit des prédictions de conflits et de cataclysmes futurs. Stephen, voyant la panique générale, a suggéré qu'avec quelques autres experts, nous fassions une analyse approfondie des archives historiques. Nous avons fouillé dans de vieux documents scannés à partir des archives soviétiques. Il s'est avéré que la Jujjalka y était mentionnée sous un nom de code que l'on pourrait traduire par Massi, voix du futur. Les documents indiquent que pendant la Grande Guerre patriotique, l'appareil a transmis à 2 reprises des phrases décrivant l'issue de grandes batailles. Et à chaque fois, cette issue a coïncidé avec la réalité avec une précision effrayante. Mais en même temps, les textes comprenaient une clause sur les effets secondaires, disparition de personnes, suicides mystérieux et rumeurs de transmigration d'âmes par les ondes radio. À un moment donné, un officier soviétique a écrit « Ce n'était pas une radio, c'est une porte pour les morts. Nous devons la verrouiller
jusqu'à ce qu'il la franchisse. J'ai senti un souffle, comme si l'air de la pièce était devenu plus lourd. Steven s'est frotté les tempes nerveusement en marmonnant. Nous ne pouvons pas dire au haut commandement qu'il ne s'agit peut-être pas seulement de technologie, mais d'un portail vers l'au-delà. De toute façon, ils ne le croiront pas, et nous ordonnerons d'approfondir nos recherches. Je voyais qu'il était déjà sur le point de le faire, et nous avons tous les deux réalisé que toute tentative d'arrêter les expériences pourrait conduire à un affrontement avec des gens avides de gains militaires. Je n'ose imaginer ce qui se passerait s'ils décidaient d'utiliser le buzzbug à leur propre fin. Après tout, qui sait quel jeu le porte s'ouvrirait lorsque l'engin fonctionnerait à plein régime. Quelques jours plus tard, un autre incident s'est produit dans la boîte où était rangé le talkie-walkie. La nuit, alors que tout est au calme, les opérateurs sont réveillés par une terrible sirène stridente. Courant dans la pièce, ils constatent que le buzzsaw est allumé, alors que personne n'en a donné l'ordre, et que les lumières brûlent par intermittence. Le haut-haut-parleur émet un bourdonnement grave et vibrant. Les aiguilles des instruments sont hors échelle, enregistrant les émissions les plus puissantes. Les planchers tremblent, comme si la pièce subissait un mini-séisme. Les agents ont immédiatement pris le contrôle de la situation, mais il était impossible d'éteindre la radio. Les interrupteurs étaient bloqués et les fils étaient et brûlants. Selon des témoins oculaires, à un moment donné, le haut-parleur a émis un gémissement à plusieurs voix, avec au moins une douzaine de voix qui criaient clairement. Des personnes ont juré avoir reconnu parmi elles la voix de l'officier de service récemment disparu. Lorsque l'appareil a finalement été éteint, la boîte dégageait une odeur âcre d'isolant brûlé et le sol était jonché de bouts de vieux papier tombés de la boîte. Les gardiens ont juré que personne ne les avait touchés, mais ils étaient à tomber, alors qu'ils se trouvaient dans un autre coin. Je me suis approché et j'ai déplié les feuilles, de vieux schémas jaunis, des notes manuscrites et sur l'une d'entre elles, des dates. Parmi elles, la plus proche de notre époque se détachait comme s'il s'agissait d'une sorte de prévision. À côté de notes indéchiffrables, il y avait des chiffres clairs, la prochaine guerre. Le texte était flou, mais indiquait clairement un conflit mondial. Mon cœur s'est serré à l'idée que la radio essayait d'annoncer un cauchemar à venir. Lorsque nous avons signalé l'incident, la direction nous a dit de continuer. Les supérieurs ont déclaré « Si l'appareil est incapable de rapporter des données précises sur les conflits militaires à venir, il s'agit d'une information inestimable. » Personne ne se souciait des disparitions, des psychoses, des voix étranges venant de l'au-delà. Stephen n'aimait pas cela, mais il devait s'y plier. En moi, cependant, l'angoisse montait, et je me rendais compte que tout cela pouvait se terminer en catastrophe. Nous avons bientôt appris que l'un des agents travaillant avec le buzzsaw avait commencé à entendre des voix, même lorsqu'il en était éloigné. Il disait que, où qu'il soit, à la base, chez lui, dans la voiture, il pouvait entendre un murmure monotone en russe qui promettait l'approche de la peste et des âmes assoiffées de guerre. L'agent a été emmené à l'hôpital pour y être examiné, mais les médecins n'ont décelé aucune anomalie grave. Mais il avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années en quelques Jahrshaufer, et ses yeux papillonnaient comme s'il cherchait à échapper à des ombres invisibles. Cela n'a fait que renforcer notre conviction. Le buzzing répand son influence non seulement à travers les séances elles-mêmes, mais aussi d'une autre manière, en subjuguant l'esprit humain. Une semaine plus tard, je me suis moi-même retrouvé dans une situation qui a complètement bouleversé mon esprit. Nous avons rallumé la radio, en essayant de capter un signal clair. Dans la boîte se trouvaient tous les principaux participants à l'étude, y compris des représentants de la direction. Il y a eu un grésillement, un bourdonnement, qui s'est transformé en un faible murmure. Puis, brusquement,
des mots de fort en russe. Stephen traduisait pour les autres, mais je comprenais moi-même certaines phrases. La voix disait quelque chose comme « La mer va éclater en sang, l'horizon va s'assombrir, la montée des ombres ». Puis il y a eu un cri incompréhensible mêlé à un bourdonnement. Soudain, mon nom est sorti dans la langue russe la plus pure. Mon vrai nom, sans abréviation. J'ai tressailli. Toute la salle m'a regardé fixement. « Il t'appelle », a chuchoté Stephen. Je ne savais pas comment réagir. Comment le ver de terre connaissait-il mon nom? Probablement par un lien inconnu. Mon cœur battait comme s'il voulait sortir de ma poitrine. La voix continua, comme si elle s'adressait directement à moi. « Tu t'es engagé sur un chemin. Tu sauras où il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de salut à chercher. » J'ai senti une boule dans ma gorge. Le traducteur ne pouvait distinguer que quelques mots, mais le sens était clair. C'était comme si une force inconnue, venue de l'éther, m'avait averti de la fin imminente. La direction, assise dans un état d'hébétude, n'a pas émis le moindre son. À la fin de la séance, le plus haut fonctionnaire s'est exprimé. « Tout cela est absurde. Vous venez d'instaurer la peur en vous-même. Continuez à travailler. » Je voyais qu'il était pâle, mais il faisait semblant d'être calme. Après cette séance, j'ai commencé à penser que je voyais passer des ombres dans ma vision périphérique. À la maison, quand je fermais les yeux, j'entendais un léger tapotement, comme si le buzzsaw m'appelait à travers les murs. Stephen a dit qu'il vivait une expérience similaire, le sentiment que quelque chose était toujours là. L'un des chercheurs qui tentait de comprendre les circuits a admis que la nuit, il rêvait de silhouettes pâles, en uniforme militaire des années 40, qui se promenaient dans sa chambre, la tête baissée et un liquide noir coulant de leurs yeux. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une relique technique, mais d'un véritable conduit par lequel pénètrent nombre des entités associées aux guerres et aux cataclysmes. Et elles ne veulent pas du bien à notre monde. La direction m'a demandé d'amener la scie à la puissance maximale. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons emballé tout l'équipement, les amplificateurs, les tubes de rechange, le câblage. Nous l'avons branché sur une source d'énergie fiable. Il nous a fallu une demi-journée pour l'installer. Des gardes étaient postés tout autour du périmètre pour s'assurer que personne ne se mettait en travers du chemin. Il était clair que nous allions passer le test le plus dangereux de tous. On espérait vaguement qu'avec un tel lancement, il serait possible de tirer de l'appareil une prédiction détaillée sur la date et le lieu de la future guerre. De nombreux responsables militaires se frottaient les mains, rêvant d'un avantage stratégique. Pour moi, c'était comme ouvrir une boîte avec un démon qu'on ne peut pas remettre dedans. Nous avons commencé. Les lampes se sont allumées si fort qu'elles ont failli éclater. Avec des marmonnements et des sifflements, la machine est entrée dans une phase de bourdonnement et le bourdonnement a commencé à pulser, montant et descendant. Les pièces de la base vibraient. Je me suis assis à côté de Stephen, essayant d'enregistrer tout ce qui passait par le haut-parleur. Nous avons d'abord entendu le bruit blanc habituel, puis un faible gémissement. Peu à peu, les voix se sont multipliées, des dizaines, des centaines de voix qui parlaient entre elles. Certaines criaient, d'autres hurlaient, d'autres encore marmonnaient de terribles calamités. C'était un chœur de folie qui glaçait le sang. Puis ils se sont tus d'un seul coup, et une seule voix, basse et mesurée, s'est fait entendre. Stephen n'a pas eu le temps de traduire, mais je l'ai compris en train de l'exprimer. Une grande conflagration. Le destin tombera à genoux. L'année, inintelligible. Une main de fer s'emparera de la terre. Les autres personnes autour de moi se sont littéralement figées, incapables de croire qu'elles entendaient sonner ce sombre tableau de l'avenir. J'ai jeté un coup d'œil sur la table où se trouvait l'appareil fixant le champ électromagnétique. La flèche était hors échelle, comme si l'appareil dépassait toutes les limites. Et puis,
Il y a eu une brusque montée de tension et, buzzing, a poussé un rugissement semblable à l'appel d'un monstre antique. Immédiatement, les lumières de toute la boîte s'éteignent. Des cris ont été entendus dans l'obscurité. Des décharges électriques ont parcouru la coque comme des éclairs. Je me suis précipité vers l'interrupteur pour couper le courant. J'ai trébuché sur la chaise de quelqu'un et je suis tombé. Il y a eu des flashs tout autour. Du coin de l'œil, j'ai vu une faible lueur fantomatique jaillir directement du buzzsaw et prendre la forme de silhouettes humaines. Elle se tenait à côté de nous, les bras tendus. À la lumière des étincelles, j'ai pu distinguer une étrange grimace sur l'un des visages, comme si l'homme criait, mais en silence. À la même seconde, tout s'est effondré. La boîte de lampe a explosé avec un bruit sec. Les éclats se sont brisés. Les gardes s'élançaient en l'air, paniqués, essayant de comprendre ce qui se passait. Finalement, j'ai atteint le bouclier et j'ai coupé le courant. Instantanément, l'obscurité totale et le silence régnèrent, avec pour seul bruit le crépitement des fils et la respiration convulsive de la foule. Nous avons allumé l'éclairage de secours et, dans sa faible lumière rouge, nous avons vu que la moitié des employés étaient inconscients ou se tortillaient de peur, et que le bum Buzzhawk lui-même fumait, le boîtier noirci par la chaleur. Mais au bout d'une seconde, un faible murmure sortit du haut-parleur. Pas d'électricité, je n'en croyais pas mes oreilles. Le murmure continuait. Le sang est venu. Puis il s'est arrêté. Alors que nous reprenions nos esprits, certaines personnes, y compris les hauts fonctionnaires, se sont dispersées, la terreur dans les yeux. J'ai vu Steven assis, les mains sur les oreilles, chuchotant « Ils viennent pour nous ». Moi aussi, j'ai senti la présence de quelque chose de maléfique. Tout indiquait que nous avions enclenché un mécanisme qui ne pouvait plus être arrêté par un simple interrupteur. Les supérieurs ont annoncé une alarme générale, puis l'ont rapidement annulée pour ne pas semer la panique. Nous avons été réunis dans une petite salle de conférence et on nous a demandé de taire les détails. Stephen dit avoir enregistré les dernières phrases, parmi lesquelles il distingue « Le moment est bien choisi. Les échos de l'escarmouche se font entendre. Une nouvelle guerre ne peut être évitée. » Lorsqu'il a dit cela, tous les visages étaient empreints d'une certaine sinistrose. Beaucoup avaient déjà deviné que la situation mondiale était tendue, mais entendre un message de l'au-delà était tout à fait différent. Pendant plusieurs jours, après le lancement catastrophique, la morosité a régné dans les couloirs de la base. Les gens restaient groupés, regardant autour d'eux comme si quelque chose d'invisible pouvait se trouver derrière eux. Les caméras de vidéosurveillance fonctionnaient mal de temps en temps. Des silhouettes floues clignotaient dans l'objectif. Les gardes ont rapporté que la nuit, un léger sifflement pouvait être entendu depuis le box où était garé le Buzzworm, bien que l'électricité ait été coupée et que la pièce ait été scellée. Des tuyaux dans l'une des baies ont soudainement éclaté, inondant une partie de l'entrepôt. Les techniciens chargés de résoudre le problème se sont plaints d'avoir entendu une voix gargouillante prononcer des noms dans l'eau. Personne ne voulait descendre une deuxième fois dans l'entrepôt. La direction s'est trouvée dans une impasse. D'une part, ils étaient impatients d'obtenir des informations précieuses sur les conflits futurs, mais d'autre part, les risques devenaient évidents. Il semblait que la base elle-même était progressivement prise d'assaut par une force maléfique. J'ai compris que rester ici, c'était me condamner au sort des disparus ou des fous. Stephen pensait la même chose. Nous avons discuté de l'idée de désactiver définitivement le Buzzbug. Mais nous nous doutions que la simple destruction de la machine ne suffirait pas. Après tout, cette radio présentait déjà des propriétés anormales, indépendantes de ses composants physiques. Après de longues discussions et querelles, plusieurs hauts fonctionnaires ont tout de même donné leur accord tacite pour la mise au rebut.
Mais ils ont insisté pour que ce soit nous, les personnes qui connaissaient droit déjà tous les détails, qui le fassions. La nuit, nous avons transporté la station radio dans un ancien abri anti-atomique de la base. Il y avait un accès à un puits d'arôme profond menant à des déchets souterrains. Toute l'opération s'est déroulée dans le plus grand secret. Nous avons placé le Buzzard dans un conteneur métallique, l'avons boulonné et y avons attaché de lourds poids pour nous assurer qu'il irait bien, au fond. J'étais chargé de superviser la dernière étape. Lorsque nous avons ouvert l'écoutille, il y avait une odeur de moisi et d'humidité. J'ai porté le tissu à mon visage pour ne pas suffoquer. Nous avons ensuite poussé le conteneur lentement, avec difficulté, dans l'ouverture lugubre et nous l'avons entendu gronder lorsqu'il est tombé dans l'eau, puis s'est enfoncé, ne laissant que l'écho d'une éclaboussure. On espérait que c'était la fin de l'histoire. Mais ai-je entendu du soulagement dans les voix des personnes présentes? Plutôt un silence nerveux et tendu. Stephen se tenait à côté de moi, voûté. Je voyais ses mains trembler tandis qu'il faisait glisser l'écoutille et vissait la valve. Il m'a dit « Tu crois que c'est la fin? Tu crois que c'est la fin ?» Je voulais répondre par l'affirmative, mais une partie de moi sentait que ce n'était pas si simple. Le mal qui planait autour des Buzzcocks semblait avoir déjà pénétré nos murs, mais au moins nous étions débarrassés de l'appareil lui-même. Les patrons ont décidé d'annoncer que l'appareil était mort dans un accident, et tous les rapports et documents ont été placés sous le vautour et interdits. Le projet a été rapidement arrêté. La sécurité a été démantelée, les gens ont été transférés. Je suis rentré chez moi en espérant que le cauchemar était terminé. Mais la nuit, j'ai entendu ce murmure intrusif. Troisième lumière, troisième lumière. J'ai essayé de me calmer, je pensais que c'était juste du stress. Au bout d'un moment, Stephen a téléphoné. Je n'arrive pas à dormir, j'ai l'impression que les mêmes voix continuent à passer à la radio. J'ai essayé de l'encourager, même si mon état s'aggravait. Un soir, j'ai aperçu par la fenêtre la silhouette d'un homme en uniforme militaire d'époque, debout sur le bord de la route, qui me regardait droit dans les yeux. Je suis sorti, mais il n'y avait personne. Il n'y avait que le silence. Un mois s'est écoulé. J'ai suivi les nouvelles dans le monde. De nouveaux conflits militaires étaient apparus. Des points chauds avaient éclaté. Chaque fois que je voyais des reportages sur les batailles, je me souvenais de Buzjalka et de ses chuchotements à propos d'une mer de sang et de cieux brûlants. Il semblait que sa prophétie commençait à se réaliser. Des gens mouraient, et si les radios captaient vraiment des signaux de force d'un autre monde, alors la guerre était quelque chose qui alimentait ces forces. Et peut-être que ni notre destruction de la machine, ni aucune autre mesure ne sauvera le monde de leur influence. Stephen a disparu 2 mois après l'annulation du projet. J'ai essayé de le contacter, mais son téléphone était mort. Son appartement était vide. Personne ne savait où il était allé. La police n'avait aucune idée de l'endroit où il était allé. Cela me rappelle les disparitions à la base, alors ça recommence. C'est comme si la bouche de la buse avalait tous ceux qui s'approchent de ses secrets. Je ne sais pas si Stephen est le vivant. Peut-être qu'il courait, qu'il se cachait. Peut-être qu'il a beau été aspiré par ce même ruisseau. Je n'ai pu que m'interroger. Après tout cela, j'ai décidé que je ne pouvais pas garder le silence. Je sais que l'on pourrait m'accuser de divulguer des informations secrètes, mais j'ai davantage peur non pas des gens, mais de ces forces sinistres qui nous conduisent à des guerres et à des cataclysmes. Le Buzzwire n'est qu'un outil créé en 1941, dans la période la plus sombre d'un terrible conflit, lorsque les gens cherchaient désespérément un moyen d'en anticiper l'issue. Mais ce dispositif s'est avéré être non seulement une technologie, mais aussi un canal par lequel ceux qui se cachent au-delà de la vie peuvent influencer notre monde. Aujourd'hui,
Alors que les prédictions commencent à se réaliser, je ressens un frisson croissant, car je me rends compte que cela ne fait que commencer. J'avais l'impression que la buse n'avait pas été détruite. Enfouie au fond du puits, elle peut probablement continuer à rayonner son fantôme. J'en ai eu la confirmation lorsqu'un jour, j'ai allumé une radio à ondes courtes ordinaires et que j'ai entendu, sur l'une des fréquences éloignées, un faible bourdonnement familier. Il était tard, j'étais assis dans l'obscurité, et soudain, au milieu du crépitement des interférences, la même vibration est apparue, et avec elle, des mots saccadés en russe. J'ai failli laisser tomber le récepteur. Une courte série de phrases « Vous ne vous éteindrez pas. Nous avons besoin de sang. La porte est ouverte. » J'étais terrifié. Peut-être que les ondes continuaient à se propager dans l'éther et que de nouvelles personnes les entendaient, devenant des victimes. Lorsque le signal a disparu, je suis resté assise, complètement prostrée. Je me suis souvenu de toutes ces disparitions, des sanglots frénétiques des voix de l'orateur, des phrases sur une future grande conflagration. Il semblerait qu'avec l'apparition de catastrophes majeures dans le monde, le buzzsaw ait encore gagné en puissance, comme si les événements de la guerre alimentaient son essence, et maintenant, elle se fait plus bruyante, pénétrant les ondes pour attirer ceux qui sont trop curieux. Je me demande si c'est ce qu'elle voulait, attirer les gens, leur donner des prophéties, puis consumer leur âme. Peut-être que ces entités inconnues, parlant un langage étrange, capturent nos peurs pour renforcer leur influence. Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, l'appareil créé pour le renseignement militaire est devenu une arme d'un autre ordre, une arme qui s'attaque à la nature humaine elle-même. Parfois, j'ai l'impression de devenir fou. Des bruits, des chuchotements dans la nuit, des images de guerriers d'une époque révolue qui disparaissent dans les murs. Peut-être s'agit-il des effets du contact avec quelque chose qui n'aurait pas dû être touché. Mais à travers tout ce chaos, je réalise que si un deuxième appareil similaire refaisait surface ailleurs, ou si quelqu'un pensait à restaurer le buzzsaw, le monde pourrait sombrer dans le chaos. Ces appareils ne peuvent pas être utilisés. Ils doivent être enfermés ou détruits avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, des personnes avides de pouvoir et de prédiction peuvent à nouveau retrouver le chemin de la voie du futur. Et le chapitre sanglant des récits de guerre se poursuivra. Chaque jour, je me réveille en me demandant si cette troisième lumière, dont me parlaient les voix, est arrivée. N'y a-t-il pas quelque part une autre flamme qui pourrait transformer notre monde en un champ de mort insensé? À en juger par ce qui se passe sur la planète, nous n'en sommes pas loin. C'était comme si la buse mettait en garde, tout en étant impatiente que cela se produise, et il semble que ses prédictions soient exactes. Je regarde les nouvelles, des explosions de violence, des catastrophes naturelles, les mêmes cataclysmes dont le bruit de la radio se plaignait. C'est comme si quelque chose de sinistre prenait de l'ampleur. Une fois, j'ai fait un rêve. Je me trouvais au milieu d'un bunker abandonné, avec des ruines en flammes tout autour de moi et une fumée noire couvrant le ciel. Au centre de la salle se trouve une buzzsaw qui crache une voix grondante. Je m'approche, j'essaie de l'éteindre, mais elle s'allume encore plus fort, le métal fondant sous l'effet de la chaleur. Une main sort du haut-parleur, m'attrape par l'épaule et m'entraîne à l'intérieur, en plein dans le hurlement. Je me réveille en hurlant. Je regarde par la fenêtre. Nuit noire, silence. Mais je sens un bourdonnement lointain. Lorsque je repense à tout ce qui s'est passé, il ne fait aucun doute dans mon esprit que cet appareil n'est pas seulement un artefact de l'époque soviétique, mais qu'il était la nature même de la peur, du chaos qui accompagne les guerres. Nous avons toujours cherché à anticiper les combats, à calculer des stratégies, et parfois, nous sommes prêts à aller du côté obscur de la réalité juste pour obtenir un indice. C'est ainsi que le buzzsaw a brisé la frontière entre la vie et la mort,
ouvrant un canal par lequel les voix des morts ou quelque chose de plus ancien encore nous sont parvenus. Et maintenant, nous payons le prix de notre soif de prédire l'avenir. Dans les documents que nous avons trouvés, l'auteur de l'appareil est mentionné. Un ingénieur soviétique qui coopérait avec des sociétés occultes. Il est de mentionner qu'il a consciemment utilisé non seulement des circuits radio, mais aussi un sort qui mettait en mouvement des forces invisibles. Il s'est probablement rendu compte à l'époque que le prix était élevé, mais la guerre était en cours et les gens se raccrochaient à n'importe quelle paille. Le résultat fut une machine mortelle qui émettait une fréquence abyssale. Et aujourd'hui, des décennies plus tard, nous en subissons encore les effets. Parfois, je me demande s'il n'aurait pas mieux valu rendre l'affaire publique pour éviter que d'autres ne tombent dans ce piège. Mais compte tenu de la puissance des gens qui veulent utiliser le buzzsaw à des fins égoïstes, il est peu probable que les choses changent. Ceux qui la toucheront seront confrontés à la folie, à l'extinction ou à un sort pire que la mort. Dans le même temps, le monde sera à 2 doigts de la catastrophe, car les prédictions de la radio concernant les conflits à venir sont d'une précision effrayante. En regardant les points chauds de la planète, j'entends dans ma tête « ils veulent d'eau du sang ». Les âmes qui s'échappent de la guerre leur parviennent. Je sais que beaucoup de gens penseront que mes paroles sont de la fiction. Ils diront que les talkies-walkies mystiques n'existent pas. Croyez-moi, j'aimerais moi aussi revenir à cet état d'innocence lorsque je ne croyais qu'au pouvoir de la technologie, ignorant les canaux obscurs de l'existence. Mais le buzzbait existe, je l'ai vu, j'ai entendu les voix, et maintenant, je ne peux pas échapper à l'écho dans mon cœur. Je crains qu'une nouvelle série d'événements terribles n'approche, et seuls ceux qui se risquent à dire toute la vérité peuvent avertir l'humanité. On me traitera peut-être de fou, de traître, mais le temps presse. Je vois des parasites familiers partout, comme si l'éther m'appelait. Je ressens un faible grondement qui ressemble exactement à un bourdonnement, se glissant entre les sons du silence. Les événements dans le monde confirment de plus en plus bruyamment que de terribles cataclysmes sont sur le point de se produire. Et aucun métal ne pourra maintenir le bourdonnement sous terre si la vague de guerre s'abat sur le monde entier. Ce soir, j'ai éteint tous les appareils électriques de la maison, mais j'ai encore entendu un signal lointain dans mes écouteurs, comme s'il provenait du vide. Vous ne serez pas sauvés. La 3e lumière arrive.